Les prisonniers qui défient la logique de la vie et du temps ne sont pas que des histoires de films. Ce sont des personnes réelles qui ont survécu à des peines si longues qu'elles semblent briser toutes les règles de l'imaginable. Des cellules ou des talents artistiques ont été découverts, jusqu'aux fugitifs qui se sont échappés non pas une ni deux, mais jusqu'à 4 fois de prison impossible. Nous te ferons faire un tour des vies les plus extraordinaires jamais vécues derrière les barreaux. Le parcours de Trentino Thomas, né en 1938, a été marqué par des difficultés durant sa jeunesse. Dès son jeune âge, il est tombé dans le monde des addictions, devenant un utilisateur fréquent de substances illicites à 14 ans. À 20 ans, il avait déjà passé un temps significatif derrière les barreaux, accumulant un passé qui annonçait un futur plein de problèmes. Cependant, l'événement qui a changé sa vie s'est produit une nuit d'août 1963, lorsqu'il a été impliqué dans une altercation qui a entraîné la mort de 2 agents de police. Bien que Trentino ait insisté sur son innocence, les preuves présentées lors de son procès l'ont désigné comme le responsable de ce tragique événement. Sa condamnation a été sévère. Peine de mort. Il a été envoyé dans le couloir de la mort, un endroit connu pour son ambiance de désespoir et de solitude, où chaque jour était un rappel de l'incertitude quant à l'avenir. En 1971, un retournement juridique inattendu a marqué un tournant dans sa vie. Le New Jersey a aboli la peine de mort, ce qui a transformé la condamnation de Trentino en réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle. Après 25 ans. Ce changement, bien que positif, n'était pas une garantie d'une sortie facile. Pendant son temps en prison, Trentino a commencé à explorer des moyens de faire face à son enfermement, canalisant ses émotions et ses pensées vers l'écriture et l'art. Depuis sa cellule, il a créé et illustré 2 livres qui ont attiré l'attention de la société au-delà des murs de la prison, devenant un exemple de la façon dont l'art peut émerger même dans les moments les plus sombres. La vie en prison n'a pas été facile. Trentino a dû faire face à un système qui ne favorisait pas toujours les détenus cherchant à se racheter. Cependant, sa détermination et sa capacité à créer quelque chose de significatif, au milieu de l'adversité. Cela l'a aidé à gagner un certain respect parmi ses camarades et les fonctionnaires de la prison. Enfin, en 2002, après avoir purgé 38 ans derrière les barreaux, Trentino a obtenu la libération conditionnelle. Justice tardive pour Johnson Ricky. Il n'avait que 19 ans quand sa vie a changé radicalement en 1975. Un jeune plein de rêves a vu comment le système judiciaire lui a arraché sa liberté. Il a été accusé, avec ses amis Wiley et Ronnie Brigman, d'avoir participé à un homicide qui a choqué la communauté. La victime était Harry Frock, un vendeur local, et l'affaire a été construite exclusivement sur le témoignage d'un enfant de 13 ans, nommé Eddie Verno. Ce jeune a déclaré avoir été témoin du crime, une affirmation qui s'est révélée fausse. Le procès était un défilé d'erreurs. Il n'y avait pas de preuves physiques liant Johnson ou les Brigman au meurtre. Pourtant, Ricky a été condamné à la peine de mort. À ce moment-là, il ne pouvait pas imaginer que le destin lui réservait une longue et tortueuse bataille pour la vérité. Les appels ultérieurs ont réussi à transformer sa condamnation en réclusion à perpétuité, mais il continuait à faire face à la réalité de passer toute sa vie derrière les barreaux pour un crime qu'il n'avait pas commis. Des décennies plus tard, en 2013, un tournant surprenant a changé le cours de son histoire. Eddie Verno, le témoin clé, s'est présenté devant le tribunal et a admis avoir menti dans sa déclaration originale. Il a révélé que la police l'avait pressé de témoigner contre Johnson et les Brigman. De plus, il a avoué qu'il n'était même pas sur les lieux du crime au moment des faits. Il était dans un bus scolaire, à des kilomètres de là, quand le meurtre a eu lieu. La révélation de Verno a fait s'effondrer l'affaire contre Johnson. En 2014, après avoir passé 39 ans en prison, Ricky a finalement été exonéré. Ils ont également libéré Wiley Brigman, qui avait partagé le même destin, et Ronnie Brigman, qui avait déjà été libéré en 2003. Le système judiciaire leur a accordé une indemnisation de plusieurs millions comme compensation pour le temps perdu. Mais, comme beaucoup l'ont remarqué, aucun argent ne pourrait leur rendre les années qu'ils ont passées enfermés injustement. La lutte d'Otis Johnson.
Il n'avait que 25 ans quand il a été arrêté en 1975 pour un crime qu'il a toujours nié avoir commis. Il marchait tranquillement dans une rue de Harlem, à New York, quand un groupe de policiers l'a arrêté. Sa prétendue culpabilité était basée uniquement sur le fait qu'il portait une veste marron, la même description superficielle donnée par un témoin lors d'une fusillade contre un agent de police. Malgré l'absence de preuves physiques et de témoins fiables, Johnson a été condamné à une peine de 25 ans à la réclusion à perpétuité. Pendant son incarcération, Johnson a fait appel à sa formation antérieure en tant que moine à Hong Kong pour trouver la paix et un sens au milieu du chaos. Il a introduit la méditation dans la prison de Greenhaven, enseignant à d'autres détenus des techniques pour apaiser leur esprit et réduire le stress. Il a également travaillé comme secrétaire dans la prison, gagnant le respect des autres détenus et du personnel pénitentiaire. Cependant, son refus catégorique d'admettre un crime qu'il n'a pas commis a compliqué son éligibilité à la libération conditionnelle à de nombreuses reprises. Tout au long de son temps en prison, Otis a eu l'occasion de comparaître devant le comité des libérations conditionnelles à 9 reprises. À chacune d'elles, on lui a proposé la possibilité de sortir libre s'il confessait. Cependant, Johnson, avec une ténacité inébranlable, a toujours rejeté ces conditions, insistant sur le fait qu'il ne pouvait pas admettre quelque chose qu'il n'avait pas fait. Cet acte de résistance a fait de lui une figure admirée par certains. Et il est devenu un symbole de lutte contre les injustices du système. Le destin de Søren Mathisen. En 1876, le Danemark fut le théâtre d'un crime qui allait marquer la vie de Søren Mathisen, un commerçant grassouillet qui rêvait de prospérité économique. Son histoire a commencé lorsqu'il a décidé d'emprunter de l'argent à Niels Vogland, un marchand de chevaux, dans l'intention d'améliorer sa situation financière et de trouver une femme riche qui l'aiderait à élever son statut social. Cependant, quand Vogland est revenu pour récupérer son argent, Mathisen n'a pas pu le rembourser. Ce qui a commencé comme une dette s'est transformé en une tragédie. Pris au piège par le désespoir et les dettes, Mathisen a pris une décision fatale. Au lieu de négocier ou de chercher une solution, il a commis un crime qui a coûté la vie à Vogland. Cet acte l'a amené à se confronter au système judiciaire danois, ce qui l'a condamné à la réclusion à perpétuité avec travaux forcés. Il a été envoyé à la prison d'État de Horsens, où il passerait les 49 années suivantes de sa vie. La prison de Horsens n'était pas un endroit facile pour qui que ce soit, et encore moins pour quelqu'un comme Søren, qui n'avait pas la force physique pour supporter les rigueurs du travail pénible. Cependant, il a réussi à survivre. Le temps a laissé des marques sur son corps, mais pas tant sur son esprit. Malgré les adversités, Søren a gardé son ingéniosité et sa capacité à s'adapter aux dures conditions de la prison. Durant son séjour en prison, Mathisen est devenu un exemple de résilience, pas nécessairement pour ses mérites, mais pour sa capacité à supporter les conditions difficiles sans perdre complètement la raison. Les années de travaux forcés n'ont pas réussi à effacer complètement son sens de l'humour ni son caractère astucieux. Même sous le poids d'une condamnation à perpétuité, Mathisen a trouvé des moyens de rester à flot en résistant aux défis physiques et psychologiques. La persistance de Betty Smithy. Une femme née aux États-Unis a vu sa vie changer radicalement en 1963 lorsqu'elle a été déclarée coupable d'un crime atroce. Elle a été condamnée à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour avoir ôté la vie à une mineure. Malgré la gravité de sa condamnation, Betty a prouvé qu'elle était une personne extrêmement ingénieuse, s'échappant 4 fois de 3 prisons différentes au cours de ses premières années d'incarcération. Ce parcours d'évasion a fait d'elle une légende au sein du système pénitentiaire. Avec le temps, Smithy a cessé d'essayer de s'évader et a commencé à se concentrer sur la transformation de sa vie depuis l'intérieur des murs de la prison. Elle a décidé de s'inscrire à des programmes éducatifs, obtenant des certifications équivalentes à un diplôme d'éducation générale. De plus, elle a découvert un talent caché pour l'écriture, se consacrant à créer de la poésie qui a attiré l'attention des autres détenus et du personnel pénitentiaire. Cette transformation personnelle était un témoignage de sa résilience et de sa détermination à tirer parti du temps qu'elle avait, même dans un environnement aussi restrictif. Cependant, Betty a dû faire face à un obstacle supplémentaire en raison des lois de l'époque.
Étant donné que sa peine a été prononcée avant 1973, il ne pourrait bénéficier d'une libération conditionnelle que si le gouverneur lui accordait une grâce. Cela signifiait qu'elle avait besoin d'une preuve de clémence spéciale pour réduire sa condamnation. Bien qu'elle ait fait plusieurs tentatives, elle a été rejetée à de nombreuses reprises, prolongeant ainsi son incarcération pendant des décennies. Enfin, en 2003, Smithy a présenté un nouvel appel qui a également été rejeté. Cependant, en 2012, un rayon d'espoir est arrivé lorsqu'un autre appel a été accepté. Le juge en charge de son affaire a révisé sa peine initiale et a décidé de la réduire à 49 ans. Cela a permis à Betty de retrouver sa liberté à 69 ans, après avoir passé pratiquement 5 décennies derrière les barreaux. Le grand-père du crime, Johnson Frank. Connu dans les bas-fonds de New York sous le nom de Sonny, il est né en Italie en 1917 et a grandi aux États-Unis. Tout au long de sa vie, il est devenu une figure redoutée et respectée au sein de la famille criminelle. Colombo, l'une des 5 familles les plus puissantes de la mafia américaine. Sa réputation, en tant qu'homme implacable, rusé et dangereux, l'a conduit à être suspecté de nombreux crimes, y compris plusieurs homicides. Malgré cela, ce n'est qu'en 1967 qu'il a été confronté à une condamnation formelle, non pas pour meurtre, mais pour avoir planifié une série de braquages de banques. La peine initiale de Frances était de 50 ans de prison, une sentence qu'il a partiellement purgée grâce à sa libération conditionnelle en 1978. Cependant, sa relation avec le crime. Ce n'était pas fini. Au cours des décennies suivantes, Frances a été arrêtée et incarcérée. À au moins 6 reprises pour violation des conditions de sa libération conditionnelle. Chaque fois qu'il semblait que sa vie prenait un tournant plus tranquille, Frances revenait aux activités qui l'avaient rendue infâme. L'affaire de Frances a pris un tournant surprenant en 2011 lorsque, à l'âge avancé de 93 ans, il a de nouveau été condamné à 8 ans de prison pour des charges d'extorsion et d'usure. Ce procès a clairement montré que, même dans sa vieillesse, Frances était toujours impliqué dans des activités illégales. Malgré sa santé déclinante, il a purgé sa peine avec la même détermination qu'il avait montrée tout au long de sa vie. En 2017, Frances a été libéré à l'impressionnant âge de 100 ans, devenant le mafieux le plus âgé à purger une peine de prison significative. Pendant son temps derrière les barreaux, il a réfléchi aux décisions qui l'avaient conduit à passer presque la moitié de sa vie incarcérée. Bien qu'on dise qu'il a gardé sa loyauté envers la mafia et n'a jamais coopéré avec les autorités, il a aussi laissé un héritage de choix pour les nouvelles générations sur les conséquences de choisir une vie de crime. La rédemption de Sheldry Top, c'était un jeune de seulement 13 ans, quand, en 1958, sa vie. Cela a pris un tournant dramatique. Il a été admis d'office dans un hôpital public en raison de graves problèmes de santé mentale qui ont fait de lui une personne troublée et difficile à gérer. Pendant son temps dans l'institution, il a été soumis à des traitements de thérapie électroconvulsive, une procédure qui, même à l'époque, était considérée comme controversée et potentiellement inhumaine. En 1962, Sheldry s'est échappé de l'hôpital dans un état de frénésie. Lors de sa fuite, il a été impliqué dans la mort d'un avocat à Oakland, dans le Michigan, un événement qui a scellé son destin. À seulement 17 ans, il a été condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, une sentence qui, à l'époque, était considérée comme inébranlable. Ce qui est le plus frappant dans le cas de Top, c'est que, malgré son diagnostic de sociopathe, il a été envoyé dans une prison à sécurité minimale conçue pour les détenus au bon comportement. Pendant son temps en prison, Sheldry a surpris tout le monde avec sa transformation. Au lieu d'essayer de s'échapper à nouveau ou de montrer un comportement violent, il s'est consacré à des programmes de réhabilitation et à des cours académiques. Il a complété de multiples certifications et a participé activement à des activités éducatives, montrant une maturité et un engagement envers l'amélioration personnelle que peu de gens attendaient d'une personne avec son passé. Cette évolution personnelle en a fait un exemple de rédemption pour d'autres détenus. Les années perdues d'Edward Christensen. En 1937, Edward Christensen n'avait que 16 ans quand sa vie a changé pour toujours. Dans l'État du Dakota du Sud, sa participation à une vague de crimes. Cela a culminé en un acte tragique.
La mort d'Ada Carey, un enseignant. Cet événement a secoué la communauté et a provoqué une forte réaction du public. Quand Christensen a été condamné à la réclusion à perpétuité, plus de 3000 personnes ont signé une pétition exigeant qu'il ne soit jamais libéré. Réfléchissant à l'impact de l'affaire sur la société de l'époque, l'incarcération de Christensen n'a pas été un processus ordinaire. Pendant son temps en prison, il a montré des signes d'instabilité mentale qui ont conduit à son transfert intermittent à l'hôpital psychiatrique d'État de Yankton. Il a passé 30 ans à alterner entre la prison et l'hôpital, faisant face à la fois à la stigmatisation et aux difficultés liées à son état mental. Malgré cela, Christensen a réussi à survivre dans un système conçu pour punir plutôt que pour réhabiliter. Dans les années 1970, une porte d'espoir s'est ouverte pour Christensen. Son cas a été réexaminé et on lui a offert la possibilité de demander une libération conditionnelle en raison de son âge et de sa santé dégradée. Cependant, ce n'est qu'en 1995, lorsque Christensen avait déjà 75 ans, qu'il a été transféré dans une maison de retraite, marquant le début de ses dernières années de liberté. Le temps qu'il a passé dans la maison de retraite n'a pas suffi à compenser les décennies qu'il avait passées derrière les barreaux. Christensen a vécu là jusqu'en 1999, lorsqu'il est décédé à l'âge de 79 ans. En réfléchissant sur sa vie, il est difficile de ne pas remarquer qu'il a passé plus de temps incarcéré que libre. Plus de 58 ans dans des institutions correctionnelles et psychiatriques ont laissé une empreinte indélébile sur son existence. L'injustice de Charles Edward Ford. En 1952, Charles Edward Ford. Il a été accusé d'un meurtre qu'il nierait avoir commis jusqu'à la fin de sa vie. Le procès auquel il a fait face dans le Maryland était un reflet clair de la ségrégation raciale et des injustices de l'époque. Ford, un homme afro-américain, a été affecté. Un jury entièrement blanc, 12 ans avant que la ségrégation raciale ne soit abolie aux États-Unis. Cette composition du jury prédisposait déjà le cas contre lui. Au cours du procès, aucun témoin n'a pu corroborer ses dires. L'alibi de Ford a été appelé à témoigner. Ces témoins étaient prêts à témoigner que Ford ne se trouvait pas sur les lieux du crime. Au contraire, les deux témoins qui ont témoigné contre lui ont donné des récits contradictoires, mais leurs déclarations n'ont pas été suffisamment remises en question par la défense. L'avocat de Ford, désigné par l'État, n'avait pas d'expérience en matière de litiges pénaux, ce qui a laissé l'accusé pratiquement sans défense. En conséquence, Ford a été condamné à la réclusion à perpétuité. Après sa condamnation, Charles Edward Ford a maintenu son innocence, mais le système judiciaire de l'époque n'offrait pas beaucoup d'opportunités pour réexaminer son cas. Il a fallu plus de 6 décennies avant que sa condamnation ne soit réexaminée. Pendant ce temps, Ford vivait au jour le jour en prison, affrontant le poids d'une condamnation qu'il ressentait comme profondément injuste. En 2015, son affaire a finalement attiré suffisamment d'attention pour être réexaminée. Une enquête a révélé les défauts évidents dans son procès initial, y compris le biais racial et l'incompétence de son avocat de la défense. La condamnation a été annulée et le verdict original a été révoqué comme une erreur judiciaire. Cependant, le système n'a pas complètement reconnu l'innocence de Ford, ce qui signifiait qu'il n'a pas obtenu une liberté totale. L'injustice de Charles Edward Ford. En 1952, Charles Edward Ford a été accusé d'un meurtre qu'il nierait avoir commis jusqu'à la fin de sa vie. Le procès auquel il a fait face dans le Maryland était un reflet clair de la ségrégation raciale et des injustices de l'époque. À Ford, un homme afro-américain, on a assigné un jury composé exclusivement de personnes blanches, 12 ans avant que la ségrégation raciale ne soit abolie aux États-Unis. Cette composition du jury prédisposait déjà le cas contre lui. Pendant le procès, aucun des témoins qui pouvaient corroborer l'alibi de Ford a été appelé à témoigner. Ces témoins étaient prêts à témoigner que Ford ne se trouvait pas sur les lieux du crime. Au contraire, les deux témoins qui ont témoigné contre lui ont donné des récits contradictoires, mais leurs déclarations n'ont pas été suffisamment remises en question par la défense. L'avocat de Ford, désigné par l'État, n'avait pas d'expérience en matière de litiges pénaux, ce qui a laissé l'accusé pratiquement sans défense. En conséquence, Ford
a été condamné à la réclusion à perpétuité. Après sa condamnation, Charles Edward Ford a maintenu son innocence, mais le système judiciaire de l'époque n'offrait pas beaucoup d'opportunités pour réexaminer son cas. Il a fallu plus de 6 décennies avant que sa condamnation ne soit réexaminée. Pendant ce temps, Ford vivait au jour le jour en prison, affrontant le poids d'une condamnation qu'il ressentait comme profondément injuste. En 2015, son affaire a enfin attiré suffisamment d'attention pour être réexaminée. Une enquête a révélé les défauts évidents dans son procès initial, y compris le biais racial et l'incompétence de son avocat de la défense. La condamnation a été annulée et le verdict original a été révoqué comme une erreur judiciaire. Cependant, le système n'a pas complètement reconnu l'innocence de Ford, ce qui signifiait qu'il n'a pas obtenu une liberté totale. La résilience de Richard Onak est devenue un cas emblématique au sein du système pénitentiaire américain. En 1899, il a été condamné à la réclusion à perpétuité pour sa participation à la mort de Walter Kohler. Un cas si ancien qu'il n'existait même pas de photographie pour documenter les personnes impliquées. Au lieu de cela, son image a été représentée par des illustrations dans les journaux de l'époque. Ce jeune homme, alors inconnu, était destiné à passer la majeure partie de sa vie derrière les barreaux. Les premières années de sa condamnation, il les a passées dans le célèbre centre pénitentiaire de Joliet, dans l'Illinois. Cette période initiale n'a pas été exempte d'incidents. Onak a attaqué un sous-directeur avec un couteau improvisé, ce qui lui a valu 20 jours d'isolement, et un transfert à la prison de Ménard. Ce changement a marqué le début d'une nouvelle étape, plus tranquille, dans son long séjour en prison. À Ménard, Onak a trouvé un moyen de se racheter à travers le travail. Il a passé plus de 3 décennies à travailler à la boulangerie de la prison, accomplissant ses tâches de manière exemplaire. Bien que son environnement soit limité par les barreaux et le contrôle constant, le métier de boulanger lui a permis de mener une vie plus structurée et paisible au sein des murs de la prison. Grâce à ce travail, Onak a réussi à établir une routine qui l'a tenu éloigné de problèmes majeurs et lui a permis de supporter les longues années d'enfermement. Après avoir passé 64 ans derrière les barreaux, en 1963, Onak a été libéré sous condition. Sa libération a marqué la fin de l'une des peines les plus longues, purgées dans leur intégralité jusqu'à ce moment-là. Cependant, la vie en dehors de la prison a été un défi pour un homme qui avait passé plus de temps enfermé que libre. Le monde avait changé de manière drastique depuis l'arrestation d'Onak, et s'adapter à cette nouvelle réalité n'a pas été une tâche facile. L'héritage de Paul Gedel Jr. Il n'avait que 17 ans quand, en 1911, sa vie a changé à jamais. Il a été arrêté et condamné à la réclusion à perpétuité pour la mort d'un vieil homme lors d'un vol raté. Gedel avait utilisé du chloroforme pour tenter d'assommer sa victime, mais celle-ci est morte asphyxiée dans le processus. Bien que le jeune ait affirmé n'avoir eu aucune intention de lui ôter la vie, son procès n'a montré aucune clémence, et il a été envoyé en prison avec une peine minimale de 20 ans. Gedel a commencé sa vie en prison, dans un monde qui est rapidement devenu étranger pour lui. Quand en 1931 il a rempli son exigence de 20 ans et était éligible à la libération conditionnelle, les circonstances de son environnement et son état d'esprit l'ont poussé à la refuser. À ce moment-là, il avait déjà passé tellement de temps enfermé que le monde extérieur lui semblait étranger et terrifiant. Les décennies ont continué à s'accumuler et Gedel a passé les années 40, 50, 60 et 70 derrière les murs de la prison. Pendant ce temps, il est devenu une figure notable en raison de la longueur de son incarcération, mais aussi une sorte d'institution au sein du système pénitentiaire. Ses camarades et les gardiens le connaissaient bien, et sa vie s'était complètement adaptée à la routine de l'enfermement. La prison était chez lui, et l'idée de la quitter lui semblait déconcertante. En 1974, après plus de 60 ans, derrière les barreaux, on lui a de nouveau proposé la libération conditionnelle. Cette fois, Gedel a accepté, bien que non sans une certaine réticence. Cependant, ce n'est qu'en 1980 qu'il a finalement été libéré. À ce moment-là, il avait 86 ans, ayant passé un record de 68 ans et 8 mois en prison, devenant ainsi le détenu ayant purgé la peine la plus longue aux États-Unis jusqu'à ce moment-là. Le retour éternel de Johnson Van Dyke Grigsby.
En 1908, Johnson Van Dyke Grigsby a été condamné pour meurtre au deuxième degré après une violente altercation dans un bar. La bagarre, qui a commencé à cause d'une dispute pendant une partie de cartes, a abouti à la mort d'un homme. Pour éviter la peine de mort, Grigsby a plaidé coupable et a été condamné à la réclusion à perpétuité dans la prison d'État de l'Indiana. Il a commencé à purger sa peine à une époque où Theodore Roosevelt était président. Et le modèle T de Ford commençait à peine à changer le paysage du transport. Au cours des années suivantes, Grigsby a vécu dans la structure rigide du système pénitentiaire. Il a demandé la clémence à 33 reprises, mais chacune de ses demandes a été refusée. Au fil du temps, le monde au-delà des barreaux changeait radicalement, mais la vie de Grigsby restait figée dans le temps, piégée dans une routine monotone et sans espoir de liberté. Après plus de 6 décennies derrière les barreaux, en 1974, Grigsby, déjà un vieil homme, a été transféré dans une maison de retraite au Michigan. La décision de lui permettre de sortir de prison a été prise en considération de son âge avancé et de son état de santé. Cependant, ce qui aurait dû être un nouveau départ pour Grigsby s'est avéré être un défi écrasant. Après avoir passé tant de temps en prison, le monde extérieur lui semblait étrange et incompréhensible. La peine interminable de Joseph Ligon en 1953. En 1953, Joseph Ligon n'avait que 15 ans lorsqu'il a été arrêté et condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Né en Pennsylvanie, Ligon faisait partie d'un groupe d'adolescents qui, sous l'effet de l'alcool, ont entrepris une vague de crimes violents qui a laissé 8 personnes blessées et 2 hommes morts. Bien que Ligon ait admis sa participation aux faits, il a toujours nié avoir été directement responsable des morts. La peine de Ligon était particulièrement sévère. En Pennsylvanie, l'un des rares États où la réclusion à perpétuité était permise pour les mineurs sans possibilité de libération conditionnelle, cette condamnation signifiait qu'un adolescent passerait le reste de sa vie en prison. Pour Ligon, les années de prison se sont transformées en décennies, marquées par une routine implacable et une déconnexion complète du monde extérieur. Pendant son temps en prison, Ligon est devenu le détenu juvénile le plus ancien au monde à purger une peine de réclusion à perpétuité. Cependant, son cas a pris un tournant important en 2012, lorsque la Cour suprême des États-Unis a déclaré inconstitutionnelles les peines de réclusion à perpétuité obligatoires pour les mineurs. Cette décision a ouvert la porte pour que Ligon et d'autres dans sa situation puissent demander une révision de leur cas. En 2017, à Ligon, on a proposé la possibilité de sortir en liberté conditionnelle. Mais, étonnamment, il a rejeté la proposition. Il a soutenu qu'il n'accepterait aucun type de liberté qui le maintiendrait sous la supervision du système judiciaire. Pour Ligon, une véritable libération signifiait être complètement libre, sans restriction ni condition. L'erreur et la rédemption de René Lima Marin. Il n'avait que 19 ans quand, en 1998, il a décidé de rejoindre son ami Michael Clifton pour commettre 2 vols dans des magasins de vidéos au Colorado. Bien que les incidents n'aient pas entraîné de blessures graves ni de mort, le système judiciaire a été implacable. Les procureurs ont divisé les délits en plusieurs chefs d'accusation, accumulant une peine de 98 ans. Pour Lima Marin, une peine qui semblait excessive compte tenu de la nature de ses crimes. La vie de Lima Marin en prison a commencé avec une routine stricte, mais il n'a pas permis que cela définisse son existence. Il s'est concentré sur sa réhabilitation, profitant de programmes éducatifs et montrant un comportement exemplaire. Cependant, dans un tournant surprenant, une erreur administrative. En 2008, il a changé de destin. Les dossiers indiquaient que ses peines seraient purgées simultanément et non consécutivement, ce qui lui a permis d'être libéré après seulement 10 ans derrière les barreaux. En retrouvant sa liberté, Lima Marin a profité de chaque instant pour reconstruire sa vie. Il a trouvé un emploi, a fondé une famille et est devenu un citoyen modèle. Pendant 6 ans, il a vécu avec dévouement et un but, s'efforçant de contribuer positivement à la communauté. Cependant, en 2014, l'administration judiciaire a corrigé l'erreur dans sa documentation et a ordonné son retour en prison. La nouvelle a été dévastatrice pour Lima Marin et sa famille. Cependant, le juge qui a examiné son cas a estimé que, malgré l'erreur administrative,
l'emprisonner à nouveau serait un acte injuste et disproportionné. L'impact positif que l'imam Marin avait eu pendant son temps en liberté a pesé plus que les subtilités juridiques. En 2017, il a obtenu la liberté définitive, un moment qui a marqué la fin d'un chapitre long et tumultueux de sa vie.